On va appeler donc professeur Bouguizen pour nous parler donc des kystes de l'ovaire au cours de la grossesse. À vous la parole, docteur Bouguizen. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir communiquer dans cet honorable congrès. Donc, le sujet qui m'est accordé, c'est de parler des tumeurs ovariennes chez la femme enceinte. Eh bien, cette association tumeurs ovariennes chez la femme enceinte, si on peut réduire la lumière, s'il vous plaît. Cette association tumeurs ovariennes et femmes enceintes est de plus en plus fréquente, et ceci depuis la pratique systématique de l'échographie en début de grossesse. L'incidence pendant la grossesse va varier en fonction de deux paramètres. Le moment de la pratique de l'échographie et le paramètre retenu pour parler de kyste d'ovaire. Donc, on pense que 5 à 24% des femmes seraient porteuses de kyste d'ovaire en début de grossesse. Ce chiffre est relativement important. Heureusement, lorsqu'on passe au début du deuxième trimestre de la grossesse, une grande partie de ce kyste va partir, si bien qu'on pense qu'en début du deuxième trimestre de la grossesse, il n'y aura qu'entre 0,5 et 3% de femmes qui seraient porteuses de kyste d'ovaire. Donc, l'objet de mon topo, c'est de parler de l'avenir de ces kystes-là, comment il faut gérer, et surtout les kystes qui sont méconnus, les kystes qui sont antérieurs à la grossesse, qui sont méconnus lors de la première échographie, qui ne peut être faite. Donc, je me suis fixé comme objectif dans mon topo de parler, premièrement, quelles sont les tumeurs de l'ovaire à opérer pendant la grossesse. Vous êtes, je pense, tous d'accord que ce n'est pas avec un gaieté de cœur qu'on va opérer une femme pendant la grossesse. Deuxièmement, Dr Matouf nous a parlé de traitement conservateur de la cystoscopie. Est-ce qu'il y a une place vraiment pour la cystoscopie pendant la grossesse? Troisièmement, quelles sont les particularités de la femme enceinte qui ont longtemps contre-indiqué la celluliochirurgie? Et si on est d'accord pour faire la cellule, quelles sont les particularités de l'abord cellulio-chirurgical? En fait, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y a un âge gestationnel au-delà duquel la celluloscopie ne peut être pratiquée? On va commencer par la première question. Pourquoi opérer une femme pendant la grossesse? Eh bien, deux arguments. Le premier, c'est un argument carcinologique. Si on voit toutes les séries publiées des femmes opérées pendant la grossesse, le risque oncologique n'est pas nul. Il est entre à peu près 3 et 5% des femmes opérées seraient porteuses de kyste de l'ovaire. C'est vrai que les kystes, les tumeurs épithéliales et les tumeurs germinales dominent, bénignes et bénignes, mais c'est normal, il s'agit de femmes jeunes, mais le risque de malignité n'est pas nul. Maintenant, quels sont les arguments pour détecter, pour suspecter un cancer pendant la grossesse? Eh bien, le premier argument, c'est un argument clinique. C'est une augmentation très, très rapide de la taille du kyste, à peu près 3 à 3,5 cm par semaine. On a eu à gérer des femmes pendant la grossesse, des cancers, et on était étonnés par la rapidité avec laquelle le kyste augmente pendant la grossesse. Deuxième élément, sinon, comme c'est déjà dit, l'échographie est le maître examen. On parle, nous, en gynécologie, d'un toucher vaginal échographique, mais pour les kystes d'ovaire, il y a ce qu'on appelle le toucher vaginal échographique. L'échographie est le maître standard. L'IRM peut être pratiqué pendant la grossesse, tout au long de la grossesse, bien sûr, sans injection. Sinon, les tumeurs ovariennes, les marqueurs tumoraux ne sont pas fiables au cours de la grossesse, et surtout le CA125 qui peut être augmenté en début de grossesse, donc il ne faut pas tenir compte de ces marqueurs tumoraux. Sur le plan histologique, il y a une prédominance, comme c'était déjà dit, puisqu'ils sont des femmes jeunes, de tumeurs germinales épithéliales, et il y a une prédominance de tumeurs borderline. Si bien que le pronostic de ces cancers serait mieux pendant la grossesse. Donc, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Les kystes endométriosiques sont de plus en plus fréquents, et il y a ce qu'on appelle une luteinisation, une décellularisation de ces kystes par la production de progestérone pendant la grossesse. Si bien qu'on peut avoir des aspects pendant la grossesse d'endométrium qui peuvent mimer en tout point un cancer de l'ovaire. Donc attention, les endométriums subissent une décellularisation ou une utilisation qui est en rapport avec la sécrétion importante de progestérone pendant la grossesse. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, le deuxième argument qui nous pousse, nous, à opérer les femmes pendant la grossesse, c'est le risque de torsion. Eh bien, la grossesse est le premier facteur de risque de torsion de kyste de l'ovaire. Donc, ces torsions seraient plus fréquentes, oui, en début de grossesse et au début, surtout deuxième trimestre de la grossesse, et chez les femmes ayant pratiqué l'AMP. Ça se comprend facilement. Elles sont moins fréquentes. Si la tumeur est inférieure à 6 cm, on peut presque dire que c'est extrêmement rare. C'est presque extrêmement rare aussi, pour ne pas dire
nul chez les femmes porteuses d'endométrium, puisque l'endométrium typique est toujours accolé au niveau de l'égamolage, et c'est rare après 20 semaines d'aménorrhée parce qu'il n'y a pas d'assez d'espace. Et bien, sur le plan clinique, le diagnostic de torsion est difficile. Le diagnostic de torsion en dehors de la grossesse, c'est déjà dit, il est extrêmement facile. C'est un diagnostic clinico-échographique. Sur le plan clinique, c'est l'apparition d'une douleur intense et brutale. Et sur l'échographie, c'est la découverte d'un kyste de l'ovaire. Et bien, au cours de la grossesse, tous ces signes sont mouillés dans les signes habituels de la grossesse, les vomissements et les douleurs. Si bien que le diagnostic peut être difficile. Eh bien, après cet aperçu-là, on se rend compte qu'on a 3 situations, on sera amené à opérer les femmes pendant la grossesse. La première situation, c'est une situation extrêmement facile. C'est les kystes de l'ovaire compliqués. Et c'est dans notre série à peu près la moitié des kystes qu'on a opérés. On a publié plusieurs séries, dont une série de 80 patients. Donc, on a à peu près la moitié sont opérés avec le diagnostic de torsion d'annexe. La torsion d'annexe est la complication majeure du kyste de l'ovaire. Deuxième type de femmes à opérer sont les femmes porteuses de kystes ovariens suspects de malignité si on est loin du terme. On va discuter un peu pour les kystes qui sont aux alentours du terme. La troisième situation est une situation problématique, même avec une revue de la littérature, sont les kystes qui apparaissent au cours de la grossesse, anéchogènes purs qui persistent. Avant, on les opérait systématiquement après 12 semaines d'aménorrhée. Maintenant, on pense qu'il faut attendre un peu, il faut patienter un peu, surtout si le diamètre est inférieur à 6 cm, donc, et surtout si on a dépassé 20-22 semaines d'aménorrhée. Je résume un peu. Les formations anéchogènes pures, avant, on les opérait systématiquement après le premier trimestre d'aménorrhée. On se rendait compte qu'on opérait beaucoup de kystes fonctionnels. Si bien, maintenant, on respecte ces formations kystiques si la taille n'est pas importante et si la femme n'est pas symptomatique. Le risque oncologique est presque nul. Deuxième question, si on a décidé d'opérer, est-ce que la cystoscopie, qui est le gold standard pour les tumeurs ovariennes au moment de la grossesse, est aussi le gold standard pour la grossesse? Eh bien, théoriquement, tout concorde en faveur de la cystoscopie. Vous connaissez, puisque vous êtes là, vous connaissez tous les avantages de la cystoscopie, les avantages vantés. Donc, lorsqu'on dit cystoscopie, on dit réduction de traumatisme pariétal. Et ça, on le lit, nous, pendant la grossesse, réduction de traumatisme pariétal égale moins de risque d'éventration, ce qui est extrêmement important. Lorsqu'on dit, nous, cystoscopie égale récupération post-opératoire plus rapide, moins de morbidité, on lit ça, nous, pendant la grossesse, comme étant moins de risque thromboembolique. Vous savez qu'il y a un risque thrombogène important pendant la grossesse. Et lorsqu'on dit que la cystoscopie permet un accès facile aux annexes, une meilleure image, pour nous, c'est un risque moindre traumatique, et on lit ça par un moins de risque d'avortement et moins d'accouchement prématuré. Maintenant, si on voit un peu la littérature, la médecine fondée sur les preuves, la série qui fait preuve de référence, c'est cette série-là suédoise, c'est le registre suédois du tumeur de l'ovaire. Donc, ce sont des registres qui sont étalés sur 20 ans. Et dans ce registre-là, ils ont... ce registre-là suédois, donc ils ont comparé 2200 cystoscopies à 2491 laparotomies. Les critères retenus, c'était grossesse unique et des cystoscopies pratiquées cystoscopie ou chirurgie pratiquées entre 6 et 22 semaines d'aménorrhée. Les paramètres retenus étaient le poids à la naissance, durée de la grossesse, le risque malformatif et le décès néonatal. Et les résultats sont extrêmement intéressants, puisqu'on n'a pas trouvé de différence entre la population de femmes opérées avec la population générale. Donc, il y avait une différence entre les femmes opérées et les femmes non opérées, mais il n'y avait pas de différence entre les femmes opérées par cystoscopie et par chirurgie. Autrement dit, c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas l'indication, c'est pas la voie d'abord, c'est l'indication opératoire, c'est la pathologie causale qui est la cause des problèmes. Donc, si on voit un peu les séries les plus récentes, on trouve toujours la même chose. Pas de différence entre la cystoscopie et la laparotomie, et les séries les plus importantes donneraient un bénéfice plus important pour la cytochirurgie, puisqu'on retrouve ici les avantages de la cytochirurgie.
Maintenant, quelles sont les particularités de la femme enceinte? Pourquoi on a tout le temps, on a peur d'opérer une femme pendant la grossesse et surtout la cystoscopie a été longtemps contre-indiquée pendant la grossesse. Et lorsque je parle de cystoscopie, je ne parle pas de la cystoscopie au cours du premier trimestre de la grossesse, je parle de la cystoscopie après 12 semaines d'aménorrhée, pendant le deuxième et surtout le troisième trimestre de la grossesse. Eh bien, vous savez mieux que moi que la femme enceinte, le corps de la femme enceinte s'adapte pendant la grossesse, ce qu'on appelle nous les modifications gravidiques. Ces modifications gravidiques vont toucher deux paramètres, le système génital et le système extragénital. Je vais commencer par le système génital. Les premières modifications vont toucher l'utérus, mais on va voir aussi que l'ovaire se modifie, la position de l'ovaire se modifie. Donc, il y a des modifications qui vont toucher le cœur, les poumons, ce qu'on appelle, nous, les modifications hémodynamiques, et il y a la présence du fœtus. Tout ça va compliquer la chirurgie pendant la grossesse. Je vais commencer par les modifications utérines. Les modifications utérines vont être de deux ordres. Il y a le volume de l'utérus qui va augmenter, et surtout sa morphologie qui va augmenter. Donc l'augmentation du volume utérin associée à l'augmentation de morphologie vont faire que la mobilisation d'un utérus gravide est extrêmement importante, ce qui va poser un gros problème d'exposition. Et l'exposition est la donnée la plus importante lorsqu'on fait la chirurgie. Donc pour l'augmentation de volume, donc l'utérus fait 7 cm normalement. À 14 semaines, il est à mi-distance entre l'ombilic et la symphyse pubienne. À 16 semaines d'aménorrhée, il affleure l'ombilic. Donc ça, c'est les séries de Suess. À 19 semaines d'aménorrhée, on est à peu près au niveau de l'ombilic, on la dépasse. À 23 semaines d'aménorrhée, on a dépassé l'ombilic et la chirurgie ombilicale n'est plus possible. Et à 27 semaines d'aménorrhée, vraiment... on est très loin de l'ombilic et le cas le plus important, le plus avancé qu'on a fait, c'était 29 semaines d'aménorrhée. À 29 semaines d'aménorrhée, vraiment, toute la cavité abdominale est prise par l'utérus et la chirurgie devient extrêmement difficile par cystoscopie. Donc, à côté de l'anomalie de forme, il y a une anomalie de morphologie. L'utérus gravide est extrêmement vascularisé et un traumatisme aussi minime par l'aiguille de palmaire peut être responsable d'une strictomie d'hémostase. Donc, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on opère une femme enceinte après le premier trimestre de la grossesse. Donc, à côté, ces anomalies morphologiques vont faire qu'il est extrêmement difficile de mobiliser un utérus gravide. D'ailleurs, il ne faut pas essayer de le mobiliser. Donc, on va faire la comparaison entre un utérus gravide et un myome, et vous allez voir que l'utérus gravide écrase la colonne vertébrale. Alors qu'avec un myome, on peut passer plus ou moins facilement vers le cul-de-sac de glace, ce qu'on ne peut pas faire chez une femme enceinte après le premier trimestre de la grossesse. Donc, il y a un gros problème d'exposition. La chirurgie cystoscopique, c'est une chirurgie virtuelle. Donc, si on veut réussir cette chirurgie-là, il faut opérer de loin. Et lorsqu'on fait la chirurgie chez la femme enceinte, la voie ombilicale n'est plus possible. Regardez, le même utérus, lorsqu'on le voit, l'optique qui est introduite au niveau de l'hypocondre gauche, on voit mieux, et ça c'est essentiel lorsqu'on fait une chirurgie annexielle. Donc, il faut éloigner, première proposition, l'optique de l'ombilic. Deuxième type d'anomalie, c'est au niveau des ovaires. Au niveau des ovaires, les anomalies sont morphologiques et topographiques. On va commencer par les anomalies de position. De par la dextrorotation de l'utérus, l'ovaire gauche est toujours vu lorsqu'on fait une cystoscopie après le trimestre de la grossesse, mais l'ovaire droit est toujours en rétro-utérin. Si vous trouvez l'ovaire droit à côté de l'utérus, il a une anomalie à type de torsion. Donc, si vous avez l'ovaire gauche qui est kystique, la pathologie est plus ou moins facile, mais si vous avez l'ovaire droit qui est kystique, l'ovaire va être derrière l'utérus, extrêmement difficile à opérer. On va voir comment on s'en sort. Donc, il y a chez la femme enceinte des modifications de position, mais surtout des modifications de morphologie de l'ovaire. Regardez, dans ce cas-là, ce sont des ovaires hypersensibles au HCG endogène. C'est bien que l'ovaire va augmenter de volume, c'est exactement comme des ovaires stimulés, mais stimulés par le HCG endogène. Donc, c'est une pathologie fonctionnelle. L'idéal serait de ne pas l'opérer, mais si on l'opère, prière, se limiter à une petite biopsie. Sachez que les anomalies fonctionnelles existent chez la femme enceinte.
On a terminé un peu avec les anomalies, l'adaptation de l'organisme maternel, la partie génitale. On va passer à la partie extragénitale et les anomalies, les modifications cardio-respiratoires. Sachez que la femme enceinte, il y a beaucoup de modifications cardiovasculaires. Il y a une augmentation du débit cardiaque, heureusement. Il y a une augmentation de la volémie, ça c'est très important pour l'accouchement, mais surtout pour la délivrance. Il y a une tendance à l'hypercoagulabilité. Il y a des modifications des capacités respiratoires très importantes, diminution des capacités résiduelles fonctionnelles, et on peut penser que la cystoscopie peut être néfaste avec ces modifications-là. Eh bien, toutes ces études, les études qui sont faites, ont montré que les mêmes modifications qu'on voit chez la femme non enceinte, on les voit chez la femme enceinte, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant, qu'en est-il de la présence du fœtus? On sait depuis longtemps que le CO2 qu'on utilise n'est pas tératogène. Mais ce dont on a peur, ce n'est pas le CO2, c'est l'effet de la CO2, le pneumopéritoine. Le pneumopéritoine peut théoriquement augmenter la pression augmente la pression intra-abdominale, ce qui diminue le retour veineux, l'éjection cardiaque, ce qui diminue le flux sanguin utérin. Et théoriquement, si on met le CO2 chez la femme enceinte, on doit obtenir obligatoirement une acidose et une hypoxie fœtale. D'ailleurs, ceci est validé dans le modèle animal. Lorsqu'on prend la brebis et on met du CO2, il y a une acidose. Mais ça, sans compter ce que fait les anesthésistes, c'est-à-dire l'adaptation ventilatoire. Les anesthésistes tentent, au cours de la cystoscopie, de garder la pression partielle de CO2 constante. Donc, avec une ventilation adaptée, toutes les modifications hémodynamiques et acido-basiques donc il faut s'en corriger. Donc, il n'y a pas chez la femme enceinte ni d'acidose maternelle ni fœtale. De même pour le débit utéroplacentaire normal. On dispose ici d'une très belle étude italienne. Notre ami Gandiani, Gandiani a pratiqué des cystoscopies chez la femme enceinte et en même temps il a fait des Dopplers au niveau de l'artère utérine. Et elle a mesuré l'indice Doppler tout au long de l'intervention chez plusieurs patients. Aucune modification du débit utéroplacentaire pendant la grossesse. Donc, la conclusion de ces études-là, c'est que la cystoscopie n'est pas néfaste. Alors, comment la faire? Comment l'aborder pour qu'on puisse réussir l'intervention? Quelles sont les particularités de l'abord chirurgical? On va parler premièrement de l'installation de la patiente, puis de l'installation de la cystoscopie, puis quelles sont les complications possibles. Premièrement, la patiente doit installer un décubitus dorsal, 15 degrés par rapport au décubitus latéral comme pour une césarienne. Et point très important, il faut systématiquement mettre une sonde gastrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un hiatus du sphincter cardiaque chez la femme enceinte. Et au cours de la phase d'oxygénation, on va remplir obligatoirement l'estomac. Donc, prière, le sondage gastrique systématique si vous abordez une femme pendant le troisième trimestre de la grossesse. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec une gastroscopie au cours de la grossesse. Donc, deuxième question, où insérer le premier trocar? Donc, à l'évidence, la voie ombilicale n'est pas possible. Donc, la région la plus éloignée de l'utérus doit être utilisée. Donc, habituellement, on fait une cartographie préopératoire pour déterminer le fond de l'utérin et il faut s'éloigner loin du fond utérin pour opérer de façon efficace. Il se trouve que la région la plus importante pour nous est l'hypocondre gauche. Et c'est cette région-là qu'on va l'utiliser, je vais vous dire pourquoi. Maintenant, si on est d'accord pour utiliser l'hypocondre gauche et non la région ombilicale et non sous-ombilicale, comment doit-on insérer le premier trocar? Et si la littérature diverge un peu, nous sommes partisans des gens qui insèrent le trocar au niveau de l'hypocondre gauche sans faire d'open laparoscopie. Mais si on voit un peu la littérature, là, il y a une tendance très importante pour faire une open laparoscopie au niveau de l'hypocondre gauche. Pourquoi nous, on ne fait pas d'open laparoscopie? Parce que lorsque l'open laparoscopie a été décrite dans les années 70 par Hassan, il a décrit au niveau de l'ombilique. L'ombilique, il y a un hiatus musculaire qui fait que l'open laparoscopie est faisable. Au niveau de l'hypocondre gauche, il n'y a pas de hiatus musculaire. Et si on fait une open laparoscopie, ça peut se transformer en petite laparotomie. Donc, la technique qu'on utilise, c'est la voie de l'hypocondre gauche avant de fermer. Donc, le point qu'on vise, c'est le point de Raoul Palmer, de travers le doigt de la dernière côte, sur la ligne médioclaviculaire. On va introduire l'aiguille. Il n'y a aucun risque ici au niveau des gros organes. Ça, c'est extrêmement important. Mais il faut savoir éliminer au préalable une hypatos pneumomégalie. Donc, par la suite, on va introduire le trocar après avoir fait le compte de sécurité. On peut discuter par la suite du compte de sécurité.
sensibilité, et on va introduire l'optique à ce niveau-là, et regardez, on est très loin, même sur le plan mathématique, l'hypochondre gauche est la région la plus éloignée de l'ombilic. Quelle pression faut-il utiliser? Lorsqu'on commence la stéréoscopie avant d'introduire le trocar, il faut insuffler de façon très lente. La femme enceinte a des constantes hémodynamiques différentes, donc l'insufflation doit être très lente. Mais la pression d'introduction doit être forte, de l'ordre de 20 mm de mercure, et c'est la même pression qu'on utilise chez la femme qui n'est pas enceinte. Cette pression de 20 mm de mercure, on va la maintenir quelques secondes, le temps d'introduire le trocar, puis on va abaisser la pression à la pression avec laquelle on va travailler, qui est située entre 8 et 12 mm de mercure. Donc, je précise un peu, 20 mm de mercure, c'est la pression avec laquelle on va introduire le trocar, ce n'est pas la pression avec laquelle on va travailler. Maintenant, la pression avec laquelle on travaille doit être faible, pour ne pas induire des modifications hémodynamiques. Alors, de l'ordre entre 8 et 12 mm de mercure, mais réellement, on n'a pas besoin d'une pression importante pour opérer, parce que chez la femme enceinte, il y a un système de pont qui, entre le fond de l'utérus et les premières côtes, il y a un système de pont, et vraiment, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité de CO2 pour opérer. Maintenant, est-ce qu'il faut changer la technique chirurgicale chez la femme enceinte? Non. On va faire la même chose, mais il faut les adapter. Il faut adapter l'installation des trocars. Vous installez le trocar très haut en respectant la règle de la triangulation. Et surtout, il faut s'éloigner. Il faut éloigner tous les trocars de fond de l'ombilic. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas toucher l'utérus, ni avec le sérum, ni avec les pinces. Regardez, il y a une torsion d'annexe, j'ai oublié à quel âge de grossesse. Donc, la position trocale est très haute pour pouvoir manipuler l'annexe. Point très important sur lequel je vais revenir par la suite, il ne faut toucher l'utérus ni par les pinces, ni avec le liquide d'irrigation. Donc on a terminé avec l'installation de la cellule, l'installation. Quelles sont les complications qu'on peut avoir lorsqu'on aborde une femme enceinte? La première complication, c'est une situation physiologique, lorsque vous allez vous retrouver avec une formation derrière l'utérus, enclavé dans de l'eau de glace. C'est une situation angoissante, extrêmement difficile. Donc, pour plusieurs auteurs, c'est une limite à la celluliochirurgie. Ils passent directement à la laparotomie. Nous ne sommes pas de cet accord-là, et on a publié depuis à peu près une quinzaine d'années une série dans laquelle on a opéré des femmes avec des kystes enclavés dans l'eau de glace. L'idée, c'est celle-là. Lorsque le kyste est enclavé dans l'eau de glace, donc vous avez demandé à votre aide, ou bien vous-même, de faire un toucher vaginal, et vous essayez de désenclaver le kyste avec le doigt introduit dans le vagin. L'opérateur ne fera que suivre l'évolution du kyste. Regardez, il faut pas tracter sur l'annexe, il est extrêmement fragile l'annexe d'une femme enceinte. Donc l'opérateur ne fait que suivre l'évolution du kyste, et le travail est fait par le chirurgien qui est entre les jambes de la patiente. Un autre cas, donc regardez, le kyste sort de lui-même grâce au toucher vaginal, et l'opérateur ne fait que suivre l'évolution. Et regardez, on transforme une contre-indication possible à la celluliochirurgie en une celluloscopie extrêmement facile. Deuxième difficulté opératoire, si vous avez un kyste dermoïde. Un kyste dermoïde, maintenant tout le monde est d'accord, il faut absolument que le kyste dermoïde soit opéré dans un sac endoscopique. Nous demandons que les kystes, tous les autres kystes, soient sortis de la cavité abdominale avec un sac. Pour le kyste dermoïde, c'est différent. Il faut mettre le kyste dans le sac, faire la kystéctomie dans le sac, et pas l'extraction. Donc, pour le kyste dermoïde, c'est particulier. Et la kystéctomie et l'extraction de la pièce dans le sac. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas possible, c'est la seule indication, en notre sens, à une kystéctomie transpariétale. Eh bien, abordons un peu le sujet de la tucolyse. La tucolyse est controversée dans la littérature. Pour certains, elle serait systématique, c'est-à-dire préventive, d'autres elle est curative, on l'a fait que lorsqu'il y a des contractions utérines. Nous pensons que la meilleure tucolyse, c'est une chirurgie atraumatique. Faites une chirurgie atraumatique, vous n'aurez pas besoin de tucolyse. Nous ne faisons pas de tucolyse. Mais il faut instaurer une surveillance post-opératoire adéquate, et surtout, il ne faut pas oublier la corticothérapie antinatale. Dans notre série à Sousse, on n'a pas eu d'avortement ni d'accouchement prématuré suite à une celluloscopie pratiquée chez la femme enceinte. Sachez que la morbidité n'est pas due à la celluliochirurgie, mais la morbidité au geste qui indique la celluliochirurgie.
Maintenant, quelles sont les complications possibles? Donc, on n'a pas retrouvé dans la nature de mortalité, heureusement. La morbidité, c'est surtout les laparoconversions. Mais on assiste depuis quelques années, malheureusement, à des complications sévères depuis la généralisation de la cellulose-chirurgie. Donc, la première complication, c'est M. Friedman qui a coopéré une femme à 21 semaines d'aménorrhée pour suspicion de syndrome appendiculaire. Heureusement pour elle, la celluloscopie était normale. Mais quelques jours après, elle développe un syndrome péritonéal. Il n'a pas compris ce que se passe parce qu'au cours de la première celluloscopie, il n'y avait rien du tout. Il a fait un examen TDM et dans cet examen TDM, il y a une complication iatrogène unique dans son genre. Il était le premier à faire ça dans l'histoire de l'humanité. C'est le pneumo-aménios. Il a tout simplement introduit le gluide palmaire dans la cavité amniotique. Inutile de vous dire que ça s'est terminé par un avortement. Depuis, on assiste à plusieurs complications. Ces complications surtout à type traumatique. Perforation de l'utérus gravite dont la suite était une hystérectomie d'hémostase. Et assez souvent, lorsque je fais cette présentation en Tunisie à l'étranger, il y a des gens qui me disent que même dans leur entourage, ils ont entendu parler de ça. Attention, les complications traumatiques peuvent arriver chez la femme enceinte et les conséquences sont dramatiques. Maintenant, est-ce qu'il y a un âge gestationnel au-delà duquel on ne peut pas faire la celluloscopie? Disons que, idéalement pour nous, celluloscopistes, la celluloscopie doit être pratiquée en début du deuxième trimestre de la grossesse. En début de grossesse, il y a un risque d'avortement et au troisième trimestre, il y a un risque d'accouchement prématuré. Maintenant, si on voit un peu la littérature, on voit que les gens sont de plus en plus courageux. Donc, il y a Nizat, 16 semaines d'aménorrhée, notre ami Bassi, le Libanais, 25 semaines d'aménorrhée. Nous-mêmes, nous avons publié à 29 semaines d'aménorrhée. Michel Canis, 31 semaines d'aménorrhée. Matvé, 33. Disons qu'on peut faire la celluloscopie, quel que soit l'âge de la grossesse, même à terme. Mais c'est un problème d'indication. À 33 semaines d'aménorrhée, je pense qu'il est plus logique d'attendre un peu, de patienter un peu, que la femme accouche et faire la celluloscopie dans d'autres conditions. Donc, nos collègues chirurgiens digestifs font des vésicules biliaires, même à terme. Donc, techniquement, ce n'est pas possible. C'est pas pour cela qu'on va faire des celluloscopies à terme. Il faut être raisonnable. Si vous avez un kyste d'ovaire, il vaut mieux accoucher la femme et le faire dans de bonnes conditions. Eh bien, je termine avec cette vidéo-là. C'est une jeune femme qui nous a consulté à 14 semaines d'aménorrhée pour une douleur aiguë de la fosse iliaque droite. On l'a adressée en chirurgie qui ont éliminé le diagnostic d'un syndrome appendiculaire. Donc, la seule solution, c'était de faire une celluloscopie. Donc, regardez, l'ovaire gauche à côté de l'utérus normal, mais l'ovaire droit sur l'utérus, donc obligatoirement pathologique. Regardez, c'est exceptionnel. C'est une torsion d'annexe sur un ovaire normal. Je la présente pour vous dire que je n'ai pas fait de montage ici. La celluloscopie a duré 2 minutes. Si on aurait opté pour la laparotomie, ce n'est même pas le temps de l'ouverture abdominale. Je pense que tous les avantages de la celluloscopie que vous connaissez sont majorés au cours de la grossesse. Et la celluloscopie, elle est le gold standard en dehors de la grossesse et même pendant la grossesse. Alors, pour conclure, la prise en charge du tumeur de l'ovaire par celluloscopie est, je pense que tout le monde maintenant est d'accord, elle est faisable, reproductible, avec des résultats comparables au moins à ceux de la parotomie. Ce qui est très important, tous les avantages qu'on a à la celluloscopie sont majorés pour la grossesse, mais attention, il y a un potentiel important de complications. Il faut qu'on ait une rigueur à la fois dans le choix des indications et dans la technique chirurgicale. Je vous remercie. Merci, professeur Bouguizen, pour cette excellente qualité de présentation. Vraiment, c'est très intéressant.